Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast. Depuis quelques mois, j'habite presque à plein temps sur Twitter, je rencontre tout un tas d'auteurs et nous avons déjà réalisé ici 2 interviews. C'est le but premier de ce podcast, mais pas que. J'avais aussi envie d'aller à la rencontre de personnes qui, auteurs ou pas, travaillent dans la sphère littéraire, éditeurs, correcteurs, même des professeurs, ça serait formidable. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment ensemble avec un garçon qui est un peu tout ça à la fois. En tout cas, il a eu et a encore une vie multiple dans le monde de l'écriture à plusieurs échelles. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut, moi ça va très bien, d'autant que on a passé un bon moment à table juste avant de se retrouver là. C'est toujours très important de commencer une interview par un bon déjeuner. Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc effectivement, moi je m'appelle Maxime Duranté, mais ça c'est pas un secret puisque je l'affiche sur Twitter. J'ai 27 ans, ça je crois que c'est déjà un petit peu plus un secret puisque j'essaie de le cacher, un peu on va dire. Et j'habite à Lyon, donc, ce qui a permis également de cette rencontre, qu'on puisse enregistrer. Et dans la vie, je suis portraitiste, donc je suis écrivain professionnel pour une société qui s'appelle Trafalgar Maison de Portrait, qui est également lyonnaise. Justement, ça introduit le premier sujet dont j'avais envie de discuter avec toi. Tu es écrivain professionnel, j'aimerais que tu nous expliques comment ça fonctionne, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. On a tous vu des brochures, on a tous vu des articles un petit peu longs ou des bouquins écrits pour des entreprises ou des rénovations, j'imagine même parfois des catalogues d'exposition, et tout ça, ça doit faire appel aux gens qui font ton métier. Donc, quel est ce métier ? Comment ça fonctionne ? Peut-être la différence avec un écrivain public, et comment tu en es arrivé à travailler pour cette maison de portrait ? Alors l'idée, effectivement, c'est que ça c'est une révélation pour personne, mais il y a des contenus écrits qui nous entourent en permanence et qui sont utilisés dans un but industriel. Donc que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, des catalogues, que ce soit des présentations de projets qui vont être à destination du public ou d'autres professionnels, que ce soit même à l'intérieur par exemple d'un jeu vidéo, il va y avoir des descriptifs, je pense par exemple aux Sims. Il y a quand même une personne chez Maxis du coup qui est payée à écrire les descriptions des centaines d'objets qu'on va, qu'on va pouvoir acheter dans les Sims. Et d'ailleurs, si on prête un petit peu attention à ces descriptions, il y en a qui sont très intelligentes, il y en a qui sont très bien écrites. Donc il y a des professionnels en fait de l'écrit qui sont partout. Ça peut être des journalistes, ça peut être des auteurs, ça peut être des communicants. En fait, c'est écrivain professionnel finalement c'est une fonction. On peut venir de beaucoup de backgrounds en fait différents et écrire dans un but professionnel. Mais l'idée c'est tout simplement quelqu'un qui a fait de l'écriture son activité principale et son activité en fait rémunératrice. Donc effectivement quelqu'un qui paye ses factures avec de l'écriture. Et je pense que là, on peut faire un petit parallèle avec quelque chose qui nous a rassemblés dans des discussions qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux ensemble avec plein de personnes. Il y a une différence forte à faire entre un écrivain professionnel, quelqu'un qui met au service sa technique d'écrire quelque chose, derrière plein de contraintes, une commande, on va y revenir, et un auteur professionnel. Alors, c'est quoi la différence ? Alors la différence, elle est assez simple, mais elle est fondamentale, effectivement. Un auteur professionnel, il vit de ses droits d'auteur, donc c'est sa propriété intellectuelle qui lui permet d'en vivre. C'est pas mon cas, et effectivement, ça m'a valu quelques quiproquos, quelques incompréhensions et un peu d'hostilité. Moi, je ne vis pas de mes droits d'auteur, d'ailleurs, je n'ai rien de publié en ce moment, j'ai quelque chose d'écrit, j'ai eu publié, mais j'ai dépublié, et je ne perçois aucun droit d'auteur. Donc c'est vraiment ma technique d'écriture et finalement l'écriture que je mets au service de clients qui me permet de vivre au jour le jour. Alors, comment ça fonctionne ? Moi, par exemple, j'ai une grosse entreprise qui fabrique des voitures qui vont très vite en Alsace, par exemple. Je suis très fier de mon entreprise. Je veux écrire un bouquin où je veux qu'on parle de moi. J'ai des gens qui font déjà des sites internet, Facebook. J'ai tous les community managers qui vont bien, mais j'ai envie de sortir un bouquin. Je frappe à la porte de Trafalgar. Comment ça fonctionne ? Alors tout simplement, je pense que ce que tu as dit suffit, c'est-à-dire tu peux juste dire effectivement, nous on fabrique des voitures qui vont très vite, on est très fiers de nos voitures, on est en Alsace, on aimerait sortir un livre qui nous permette de mettre en avant les particularités de nos voitures et pourquoi c'est une passion pour nous, pourquoi il y a une histoire. C'est ça qu'on va vraiment regarder en ce qui nous concerne, parce que le but n'est pas de faire une fiche technique. En fait, l'écrivain professionnel, surtout dans notre cas en fait, quand on réalise des portraits, il faut qu'on ait une ligne directrice qui nous permette de vraiment
pour reprendre le vocabulaire automobile, de lâcher les chevaux en fait. L'idée, c'est de proposer des contenus qui soient intéressants en tant que tels. C'est-à-dire que même si c'est pas les meilleures voitures du monde, en fait, même si elles n'ont pas cassé des records ou ce genre de choses, si derrière il y a une histoire sur la fabrication, si derrière il y a une tradition familiale, si derrière il y a, je sais pas, un événement majeur qui a fait qu'il y a une vie qui a basculé et qui a amené à la création de cette voiture, ou si cette voiture elle a fait des trucs extraordinaires, même si en elle-même elle n'est pas extraordinaire, il va y avoir une histoire qu'on va pouvoir raconter. Et cette histoire, elle est jamais mieux racontée que par des écrivains et des gens qui ont des sensibilités là-dedans, des gens qui peut-être sont romanciers à côté, comme c'est mon cas, ou qui ont tout simplement cette sensibilité avec les mots après, qui vont mettre au service de l'entreprise qui en a besoin. Et alors au fur et à mesure que vous écrivez, j'imagine que c'est pas du jour au lendemain, je rentre, je demande un texte qui parle de telle ou telle chose sur mon entreprise ou sur la vie que j'ai vécue et je reviens simplement chercher un produit fini. Il y a des étapes, comment ça se passe, la relation avec le client, oui, tout à fait, c'est des clients. Tout au long de la réalisation de sa commande. Alors, des fois, les gens viennent, ils n'ont pas un besoin très précis, ils savent juste que, par exemple, ça va être le 20e anniversaire d'une société, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en avant 20 ans d'aventure entrepreneuriale, quand c'est des gens qui ont fondé une société, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur, je sais pas, 100 ans d'histoire familiale, comme ça a pu être le cas avec Babola. Et en fait, comment on fait pour raconter une histoire qui ne fasse pas marketing? Parce que le but aussi, c'est de raconter des histoires qui soient vraies. Les gens, ils sont pas dupes en fait. Quand ils voient des discours qui sont trop léchés, quand ils voient des textes qui n'utilisent que des buzzwords, des mots coquilles, des mots tout faits, ils décrochent en fait. Et nous, on essaie de revenir à une histoire qui soit humaine. Et justement, déjà le mot humain, c'est c'est un peu galvaudé, mais voilà, on essaie d'aller chercher l'authenticité dans les histoires et de les raconter comme on pourrait raconter une histoire de roman en fait, mais dans des formats qui sont plus condensés et donc qui sont généralement très, très travaillés. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Ça peut être la première étape en fait, ça va être de savoir ce que vous voulez. Parce que des fois, vous venez, effectivement, vous avez un besoin, mais vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Donc, on va vous proposer un portrait de l'entreprise, on va vous proposer peut-être un portrait des dirigeants, ça dépend. S'il y a une pièce qui... quand je dis une pièce, ça peut être un produit emblématique. Donc là, on parlait des voitures, ça peut être le portrait de la voiture. Ça peut être le portrait du savoir-faire, de l'artisanat, ou ça peut être le portrait d'un matériau aussi qu'on va travailler. Par exemple, si vous travaillez à la soie, on peut faire un portrait de la soie qui va être transformée au fur et à mesure des opérations, du savoir-faire qui va s'appliquer dessus. Et au final, on va avoir un texte qui est généralement compris entre 1 et 3 pages, qui va nous emmener dans toute la dimension humaine et dans toute la dimension vraiment intime qu'il peut y avoir, sensuel aussi, quand on parle de soie par exemple, et on va vraiment montrer à quel point travailler la soie c'est quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, et on va sortir un petit peu des discours qu'on peut entendre sur, je sais pas, fort d'une tradition de 150 ans, nous... un peu comme les crieurs publics sur les places en Angleterre qui te font... C'est ça en fait, ou de la propagande en fait, c'est pas des textes de propagande. Et oyez, oyez. Oui, notre héritage immémorial, machin. Nous, on essaye de vraiment raconter ce qui se passe concrètement. Et c'est plus dur qu'on ne le croit, en fait. Et je pense que les gens sont satisfaits parce que pour préparer cette rencontre, je me suis un petit peu baladé sur tout ce que vous faites avec l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et il y a un monde fou qui fait appel à vos services. Et j'imagine que vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Ah, alors on est quand même assez pionniers pour le coup. On est la première maison de portrait. Ouais. Après, c'est justement parce qu'on était assez insatisfait de ce qu'on pouvait lire qu'on s'est dit qui écrit ces textes, de quelle formation viennent-ils en fait. Et est-ce que ce serait peut-être pas le moment d'aller chercher des écrivains ou des gens du moins qui ont une sensibilité d'écrivain pour voir ce qu'on est capable de faire mieux en fait. Et c'est là qu'on a une vraie carte à jouer, je pense, quand on a cette facilité avec les mots et qu'on n'est pas peut-être formaté par des cursus qui sont plus orientés marketing et communication. Et effectivement, on a des clients très très variés et parce qu'on a cette capacité, je pense, à s'adapter. Ça va avec la sensibilité. Un romancier d'ailleurs, pour continuer le parallèle, un romancier s'intéresse à beaucoup de sujets finalement quand il traite de l'univers de la mode et qui fait un roman par rapport à ça, il va faire plein de recherches et il va devenir en quelque sorte un spécialiste, du moins on l'espère, pour écrire des choses qui ne soient pas trop fausses. Et si au gré du roman, il se rend compte qu'il a besoin de travailler sur un autre sujet, il va se renseigner également et
il est capable comme ça de sauter entre divers sujets pour toujours dire des choses qui soient concrètement vraies et injecter en fait sa vision, son regard. Et c'est ça que les entreprises recherchent aussi, parce que finalement un discours de marketeur, si on le met à côté d'un autre discours de marketeur, bah, on ne sait pas trop, enfin il n'y a pas de voix, il n'y a pas de tessiture particulière. Ils vont prendre cher les marketeurs. Ils vont prendre cher, mais en même temps c'est pas du tout les mêmes formats, c'est-à-dire que nous on n'est pas capable, enfin du moins on n'est pas rodé et on n'est pas forcément aussi efficace sur des formats extrêmement courts, du type faire une pub qui accroche l'attention. C'est pas ça notre cœur de métier en fait. Notre cœur de métier, il est de raconter des histoires et forcément on a besoin d'un peu de place pour le faire. On a besoin d'un sujet qui mérite aussi d'être écrit et des fois on dit clairement aux clients, écoutez, nous on pense qu'on n'est pas les meilleurs pour ce que vous voulez. Il y a des choses où on ne ressent pas l'espèce d'étincelle, où on se dit bon bah on va pas pouvoir apporter grand chose de plus qu'une agence de communication, donc autant aller sur une agence de communication qui sait bien faire son métier, voilà, qui sait bien faire ce genre de choses. Et puis après tu as une fois par génération un Alain Chabat qui arrive à faire les deux. Ouais. Mais bon, c'est déjà pris comme boulot Alain Chabat. Comment t'en es arrivé à travailler comme portraitiste pour cette entreprise ? Alors c'est assez compliqué et à la fois c'est simple, puisque au départ j'étais sur une maison d'édition que j'avais fondée pendant mes années estudiantines, n'est-ce pas ? Et comme tout entrepreneur, j'avais envie de montrer mon projet aux yeux du monde et plus particulièrement à un jury d'experts, de professionnels du moins. Et donc je m'étais inscrit à un concours avec mon associé, qui est encore mon associé d'ailleurs, Marion. Et on avait présenté donc l'Attelage, qui était la maison d'édition collaborative qu'on avait fondée, devant des professionnels qui d'ailleurs ne venaient pas du tout du monde littéraire et qui du coup jugeaient vraiment la démarche entrepreneuriale. Et il se trouve que quand on est passé, il y avait une lauréate de l'année précédente, et cette lauréate était donc la fondatrice de Trafalgar Maison de Portrait, donc entre littéraires on s'est immédiatement reconnu et on s'est immédiatement contacté. J'ai commencé en tant que correcteur et un petit peu critique également de leur première production, et rapidement en fait on m'a demandé si c'était possible que je revienne à Lyon, parce que j'étais parti, revienne à Lyon pour déjà m'entraîner sur des formats un peu à blanc, avec des sujets peut-être un peu plus faciles, avant d'intégrer l'entreprise. Alors oui, parce qu'en plus on fait cette interview depuis Lyon, et je dois vous dire exactement où, on est à la fac, et on est en train de squatter une bibliothèque un petit peu déserte, donc si le son est un petit peu caverneux, c'est parce que les étudiants, pour l'instant, à vendredi après-midi, ils sont plutôt en train de se balader que de remplir les rangs de la bibliothèque. Je suis ravi que tu aies introduit qu'au début tu étais correcteur pour Trafalgar, parce que justement je voudrais qu'on aborde quelque chose qui ressort fortement chez toi, c'est le goût du travail bien fait, mais surtout la conscience de produire quelque chose pour un tiers, pour un lecteur, un client, et qui doit lui plaire. Alors effectivement, il y a quelque chose qui m'est apparu assez nettement en fait quand j'ai commencé à ne plus dépendre de papa-maman, en fait, il faut le dire, quand j'étais à la fac, que j'étais entretenu, et je me suis dit mais comment je vais faire pour me débrouiller tout simplement, sachant que ma compétence principale c'est l'écriture. Donc comment je fais pour m'organiser de manière à ce que je puisse écrire le plus possible, puisque c'est ça qui me fait plaisir, en fait, c'est pour ça également que je pense être fait, et donc concilier ça et avoir suffisamment d'argent pour boucler les fins de mois, en fait. Et on se rend compte assez rapidement que l'utilité sociale de l'écrivain se mesure comme toutes les autres utilités sociales, en fait, c'est effectivement à quelle hauteur en fait on vous rémunère, parce que si on considère que votre travail est utile, on rémunère votre travail. Donc, il y a cette dimension qui n'exclut pas pour moi la part artistique, puisqu'on peut également choisir délibérément de faire de rendre des productions qui sont plus artistiques. On sait très bien qu'elles ne vont pas se vendre, on sait très bien qu'il n'y aura pas forcément un marché pour ça, mais on tient à dire, voilà, on est capable de faire ça, on peut faire des expérimentations, je pense notamment donc à La Disparition de Pérec. Bon, ça se vend parce que c'est un ovni, quelque part, et qu'il y a cette réputation, mais ça aurait pu très bien... Pour ceux qui ne connaissent pas, La Disparition, c'est le roman sans lettre E. Voilà, mais quelque part, prouesse, mais aucun intérêt. D'un point de vue purement plaisir de lecture, ça ne rajoute rien. Mais il y a une prouesse qui fait que
artistiquement parlant, la performance est intéressante. Donc il faut savoir concilier ça. Moi je continue d'écrire pour moi et je continue d'écrire des choses dont je sais que je n'en tirerai jamais rien. Mais je sais également que pour que mon écriture soit, et pour que l'écriture en général d'ailleurs, parce que c'est important, pour que l'écriture ait de la valeur auprès des gens, auprès du grand public, des gens qui ne sont pas forcément sensibles en fait à la littérature comme ça, on leur dit est-ce que vous aimez la littérature, ils vont dire bof. Il faut que cette écriture puisse leur parler, il faut que cette écriture puisse répondre à un certain besoin, et là je pense plus aux entreprises, mais une écriture qu'on a rendue pour une entreprise qui permet de vendre, c'est une écriture qui a également plu au public. Donc c'est une écriture qu'on a pu travailler, je le dis tout de suite, c'est pas de l'esclavage, hein, on s'amuse quand même, je pourrais vous montrer un petit peu ce qu'on rend, c'est loin d'être des trucs formatés ou des trucs ternes, franchement on s'amuse bien. Mais on a toujours ce souci de est-ce que ça va donner envie à des gens de s'intéresser à une marque, d'acheter les produits de la marque ou de s'intéresser au parcours des fondateurs pour comprendre un petit peu la philosophie d'une marque aussi. Ça peut être intéressant et d'un point de vue exercice, c'est aussi intéressant. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on perd beaucoup de subjectivité en fait puisque on a un objectif qui est clairement défini. Le problème, je pense, c'est que quand on écrit un roman, quand on écrit une nouvelle ou une poésie, quand on écrit dans ces formats qui sont finalement très libres, on a une part de subjectivité par rapport à l'objectif poursuivi qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'il suffit que certaines personnes, on va dire peut-être une dizaine, ça dépend des gens, mais un nombre défini de personnes trouvent un intérêt à l'objet pour que l'objet se suffise à lui-même et mérite d'exister. Et à partir du moment où on a cette démarche-là, on perd un peu de vue, un objectif plus concret qui est est-ce que ce texte remplit sa fonction qui est donner envie d'acheter quelque chose, en l'occurrence, donner envie de s'intéresser à des personnes, renseigner davantage sur l'histoire d'un lieu, est-ce que je comprends pourquoi ce lieu est important, est-ce que je comprends pourquoi ce lieu est classé patrimoine historique, ce genre de choses. Et là, on peut savoir si la mission est accomplie ou pas. Et à partir de là, on a des critères qui sont beaucoup plus définis et on peut travailler sur des bases beaucoup plus claires finalement. Et ça nécessite d'avoir une technique d'écrivain qui soit affûtée, comme n'importe quel professionnel qui se voit confier un contrat. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, tu as fait quelque chose, alors ça a dû te prendre pas mal de temps, mais tu l'as fait il y a quelques jours, tu nous as partagé à tous sur les réseaux sociaux, et je mettrai le lien dans la description, un peu plus d'une centaine de pages de techniques pures d'écriture. Ouais. On va pas dire de technique de romancier, ça n'a rien à voir, c'est pas pour apprendre à écrire un roman, mais apprendre à manipuler les mots. Ouais. Voilà. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y a dedans pour donner envie d'aller, pour donner envie aux gens d'aller voir. Je crois que dès le premier jour, il y a eu plus de 400 personnes qui se sont connectées, donc c'est plutôt pas mal. Oui, non, ça a vraiment bien marché. Ouais. Alors il y a quoi dedans ? Alors dedans, il y a pas tout malheureusement parce que j'ai pas pu tout faire. C'est de la stylistique, donc c'est vraiment comment, comme tu as dit, on manipule les mots et pas forcément comment on construit un roman. Parce que comme on l'a vu en introduction, moi je suis pas auteur professionnel, donc j'ai pas cette légitimité de vous dire structurez votre roman comme ça, scénarisez comme ci, comme ça, et vous arriverez à vendre. C'est pas le propos. Moi le propos c'est de dire un roman c'est une suite de phrases en fait. Des phrases qui ont un objectif, comment on fait pour atteindre cet objectif. Donc ça peut être effectivement comment on décrit, donc il y a un article qui est dédié à la description, comment on structure un dialogue, parce qu'il y a des normes pour le dialogue et c'est très technique finalement, on peut trouver des astuces pour minimiser finalement la friction qu'il peut y avoir entre la narration et le dialogue, donc ça j'en parle. Comment on se débarrasse des répétitions, parce que c'est important aussi. J'ai relu 10 fois ce chapitre-là. Ouais, non mais c'est vrai. Alors faut pas non plus partir dans la psychose anti-répétition, mais c'est un pan d'amélioration qui est quand même assez essentiel. Il y a également comment on allège le texte, donc comment on le rend moins lourd, donc comment on fait pour, ça va avec un petit peu avec les répétitions, mais comment on fait pour utiliser les reprises syntaxiques de manière à éviter de répéter un même mot, comment on fait pour avoir une prose qui soit plus fluide, plus légère. Il y a le participe présent qui est... voilà, je te vois, tu réagis. Effectivement, le participe présent, c'est un de mes dadas, ou plutôt c'est une de mes croisades. Donc, comment utiliser le participe présent pour éviter de faire des transitions que je trouve assez lourdes. Notre pote le gérondif ?
Voilà, en fait, c'est comment on utilise le participe présent en évitant de l'utiliser comme un gérondif saxon, donc les verbes en ing, puisqu'il y a une fausse équivalence qui existe entre les deux et que certaines traductions sont assez peu regardantes par rapport à ça. Il y a également un genre d'essai cette fois-ci où je parle d'écrire comme au cinéma en fait, et je prends l'écriture de script et je la compare à l'écriture romanesque et j'explique pourquoi l'influence du cinéma n'est pas forcément toujours bénéfique et qu'il faut apprendre à filtrer un petit peu les techniques de cinéma pour garder ce qui est intéressant en littérature et évacuer ce qui est superflu. Donc ça fait un socle que j'aurais peut-être voulu compléter à l'époque de l'attelage. C'était prévu pour les auteurs en fait. L'idée c'était que les auteurs de notre maison d'édition puissent avoir une espèce de, pas de bible parce que c'est trop fort, mais de manuel de référence avec des techniques communes qu'on aurait pu utiliser pour commenter en fait les manuscrits et avoir cette base de réflexion avec des bonnes pratiques. Et maintenant que la maison d'édition n'existe plus, je me suis dit de toute façon c'est du travail qui a une certaine valeur mais qui est là pour être partagé, donc j'en retire rien. Je l'ai mis sur Google Drive et moi ça me fait plaisir en fait tout simplement quand c'est consulté. T'as eu des bons retours en plus Ouais, des personnes qui t'ont contacté pour te demander si tu pouvais être cité. Oui, il y a une prof de collège qui m'a demandé si elle pouvait utiliser les exemples de phrases pour montrer comment, en utilisant des techniques simples, on pouvait grandement améliorer en fait la fluidité des phrases, donc ça m'a fait plaisir. Il y a d'autres personnes qui m'ont proposé des interviews, alors après, c'est très flatteur, mais c'est vrai que finalement j'ai rien inventé en fait, c'est de la rétro-ingénierie. Non mais c'est du partage. Oui, c'est du partage et c'est toujours intéressant. Du coup, tu bosses, tu partages, tu te balades un petit peu sur les réseaux sociaux, un petit peu, mais quand tu ne travailles pas, quand tu écris pour toi, qu'est-ce que tu écris? Alors j'ai vu que c'était beaucoup à base de griffons. Tu m'as raconté en anecdote d'un texte que tu avais offert à une camarade de classe en prépa. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce roman que tu as déjà publié, Les Serres du Griffon, et puis après peut-être je te laisserai continuer sur ton projet actuel, toujours à base de griffons. Ouais. Faut aimer les griffons, quoi. Faut aimer les griffons, sachant que moi j'ai pas d'affinité particulière avec les griffons. En fait, ce qui s'est passé, ça vient d'une anecdote, ça vient d'un texte très isolé. J'étais effectivement en prépa et j'étais avec une camarade de classe qui souhaitait devenir pilote de chasse. Donc c'était une petite blonde aux yeux bleus, je crois. Et je l'ai un peu transformée, c'est pour ça que l'héroïne maintenant a les yeux verts, mais ça vient d'elle, c'est effectivement cette petite blonde qui rêvait de voler. Et pour son anniversaire, je me suis dit je vais la mettre sur le dos d'un griffon, parce que j'étais déjà très fan de fantasy. Et je vais écrire une scène où elle vole, elle est contente de voler, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et de fil en aiguille, Les Serres du Griffon. Voilà, donc Les Serres du Griffon qui ont connu une première version qui a été écrite en prépa aussi, qui a été envoyée aux maisons d'édition qui l'ont toutes refusées, il faut quand même le dire, et qui est en réécriture depuis quelques années maintenant, et qui est maintenant greffée à un projet plus vaste qui s'appelle Pangar, qui conjugue donc ce roman, une partie jeu de rôle en fait où le lecteur va devenir un joueur, il va pouvoir incarner un personnage dans cet univers-là en parallèle du roman. Donc il y a des événements qui se passent dans le roman et puis la personne va pouvoir y réagir, ou du moins elle va pouvoir les vivre en même temps. Donc il y a ça, il y a le roman, et en guise de liant, il y a une encyclopédie interactive qui permet de faire les ponts entre ce qu'on découvre dans le roman et ce qu'on peut utiliser concrètement en parlant aux personnages qui sont communs ou qui ne sont pas communs. Il y a des personnages exclusifs au jeu de rôle. Voilà, c'est un projet qu'on essaye de mener depuis 1 an maintenant. Ça fera 1 an en novembre. Et pour lequel on essaie de trouver des investisseurs quand même, parce qu'il faut de l'argent pour ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on essaye de proposer des illustrations de qualité professionnelle, donc ça c'est pareil, c'est un budget. On voit ça défiler un petit peu sur Twitter, pour les gens qui te suivent, avec des illustrateurs professionnels. Alors il y a une illustratrice professionnelle effectivement qui elle est en studio d'animation. Il y a une autre illustratrice qui est en freelance, et la dernière qui est encore en études, mais qui est en études d'illustration à l'école Pivot d'ailleurs à Nantes. D'accord. Dans tout ce que tu fais, il y a aussi quelque chose de particulier qu'on a remarqué, tu as enregistré des livres audio. C'est vrai, même si c'est quelque chose que j'ai fait à l'époque de la maison d'édition et que j'ai un peu laissé de côté parce que ça prend énormément de temps.
À un moment, ça a été mon petit délire de mettre en voix, finalement, les écrits d'autrui. Et il y en a une, effectivement, il y a une série un petit peu plus longue sur Okrit, ça s'appelle. C'est de la science-fiction un peu, comment dire, un peu opéra, en fait, un peu en mode Star Wars, un peu aussi gothique. C'est assez intéressant, et là, je me suis éclaté parce qu'il y a des voix sensationnelles à faire. Et comment c'est venu? Ce sont des auteurs qui t'ont contacté? C'est toi qui as fait un run une première fois et qui l'a publié? Quel est le premier auteur ou ton premier souvenir d'auteur qui t'est contacté en disant « Écoute Maxime, il faut absolument que tu enregistres un chapitre de mon bouquin ». C'est moi qui ai proposé. Alors je me suis acheté un micro, effectivement, un micro un peu comment dire, pro, hein, pour faire des bonnes prises, parce que quand le son est dégueulasse, c'est pas possible. Donc j'ai un petit peu investi, j'ai pris le même micro que Calfine, du coup. D'ailleurs, il faudra qu'elle nous dise comment ça se prononce. Et au départ, je m'amusais à faire des voix pour... Alors c'était quoi? C'était des dragons. En fait, j'ai un dragon qui parle, notamment. Et je me suis dit, ouais, comment il pourrait sonner? J'ai fait des petits enregistrements comme ça. Et puis alors c'est marrant, parce que quand on fait parler un dragon, on peut se permettre de se la péter, ils sont très arrogants, donc je disais des trucs du style oui, j'avale le soleil. T'es pris un peu pour Eddie Murphy. Ouais. Et après, on faisait des tests avec différents filtres jusqu'à ce que ça sonne dragon. Et puis, je sais plus, à un moment, j'ai lu un texte. Est-ce que j'ai commencé par le mien? Je sais plus. Mais j'ai effectivement fait plusieurs textes. On m'a dit, ouais, t'as une voix qui s'y prête bien. Est-ce que ça te dirait de faire mon texte? Alors après, j'ai travaillé avec un gars sur Okrit, donc l'auteur d'Okrit, tout simplement, qui lui est musicien et qui, du coup, était capable aussi de sortir des beaux bruitages, de faire un mixage de qualité et un bon montage. Et donc, à deux, on a fait plusieurs épisodes et je pense que ça tenait quand même pas mal la comparaison avec des productions un petit peu plus quali et pro. Donc, c'était agréable. Donc, comme on le disait en introduction, t'as plusieurs vies dans la littérature, ouais. On vient de s'en rendre compte. Donc on résume, monsieur Maxime, écrivain professionnel, si vous voulez un portrait. La première fois que je t'ai croisé, j'ai vu portraitiste, le gars est peintre. Ensuite, il a voulu me donner des leçons sur le point-virgule parce que tu as été capable, et ça c'est ta patronne qui le dit, de faire des pages et des pages sur la bonne utilisation du point-virgule. C'est pas donné à tout le monde. Romancier, à ses heures quand il a le temps, porteur d'un projet avec des griffons. Je vous invite à le suivre sur Twitter pour en savoir un petit peu plus. Livre audio, ou en tout cas lecture et enregistrement de textes des gens qui veulent bien te les confier. Oui. Tu publies de l'aide, une espèce de masterclass sans prétention aucune pour partager tes outils stylistiques et tes outils de travail de la langue à tout le monde pour qu'on puisse après se les approprier et finalement en faire ce qu'on veut. Hein. Tu dis pas que c'est un dogme. Ouais, c'est gratuit, vous faites ce que vous voulez avec. Exactement, et ça marche plutôt bien. Et avec tout ça, par contre, on ne sait toujours pas qui tu es. Alors, la tradition, on en est au 3e interview, mais une tradition, ça commence à partir du 2e. Petit questionnaire à la Proust, sans plagiat. 6 questions. La première, si tu devais choisir un film et un seul. Ah, je pense que je resterais sur Starship Troopers, tu vois. Franchement, c'est un film, je trouve qu'il y a tout dedans, en fait. Il y a tout et ça vieillit super bien, en fait. Je trouve que c'est un film qui est assez vieux, finalement, mais il tient la comparaison encore aujourd'hui et ça me fait plaisir de le revoir et je trouve qu'il y a une super musique, j'adore les acteurs. Des super seconds rôles. Ouais, non, vraiment, il y a une brochette d'acteurs vraiment, vraiment sympa et on les retrouve d'ailleurs encore dans des films aujourd'hui. On se dit, ah, mais oui, c'est celui qui faisait le prof. Voilà, et un univers barré, en fait. Un univers qui se prend pas au sérieux, qui est dans l'excès. Et c'est juste énorme. Et quand on rentre dans le délire, c'est un plaisir. Une musique ou une chanson? Est-ce que j'ai le droit à une compositrice? Ok, petite dérogation. Alors moi, je suis fan absolu de Yuka Kitamura, en fait, qui est la compositrice des Dark Souls. Et qui fait de la musique classique à l'occidentale, alors qu'elle est japonaise, bon ça s'entend dans son nom. Mais c'est une musique... je trouve c'est fou. Nous on n'est plus capable de faire ça alors que on est le berceau quand même de cette musique-là. Et je trouve que toutes les ambiances sont magnifiques, qu'il y a une poésie très triste en fait, très dans le déclin,
très dans le crépuscule d'une civilisation qui était à son apogée avant, et nous on arrive et tout est détruit, tout est en ruine, c'est triste, c'est sombre, c'est gris, mais il y a cette espèce de gloire tragique quand même qui sort des chœurs, qui sort des instrumentations, et du coup, bon, quand même une musique, je dirais Yorm le géant, Yorm the Giant, à écouter en version complète sur YouTube, c'est un régal. Magnifique. Un livre. Alors là, cette fois, je me fais pas avoir. Pas un auteur. Un Ok, livre. ouais. En plus, je considère personnellement qu'on peut être fan d'un auteur, mais que ce n'est pas forcément de cet auteur qu'est notre livre préféré. Oui, c'est vrai. J'ai pas envie de citer La Horde du Contrevent, mais je vais être obligé, je pense, parce que effectivement, c'est un peu à la mode en ce moment. Damasio est très en vue. Les gens disent plein de choses, pas forcément, je trouve, des choses très mesurées. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle librairie, tu tombes devant un mur jaune, couleur sable. Oui, t'es furtif du coup. Ouais, non, mais c'est vrai. Et les gens sont déjà en train de te dire Damasio, c'est le nouveau Tolkien, machin, et ils essayent toujours de... Ce qui est dommage pour lui, parce que ça voudrait dire qu'il aurait pas été assez créatif pour en ne plus, pas il a rien à voir à quelqu'un. Ouais, il a rien à voir avec Tolkien, mais c'est... En fait, ce qui est bien, et pourquoi je le conseille, c'est parce que c'est un fantastique objet d'étude, en fait. D'accord. Je ne dis pas qu'il faut écrire comme lui, d'ailleurs je déconseille d'écrire comme lui. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il va trop loin dans l'hermétisme des fois. Okay. C'est-à-dire que oui, il a un talent fou pour inventer des mots, oui, il a un talent fou pour nous projeter dans des narrations qui sont extrêmement typées, extrêmement marquées, mais il va tellement loin dans le processus qu'il peut très bien rebuter un lecteur. Il y a beaucoup de lecteurs en fait qui n'arrivent pas à rentrer dans la Horde du Contrevent, qui pourraient trouver ça très bien, mais qui sont tout de suite ces personnes-là mises devant un mur. Et ce mur, c'est les premiers chapitres où on a Golgoth, le personnage, je pense le personnage central quand même dans la Horde du Contrevent, qui nous débite ces trucs où il y a un mot sur 3 qui est inventé, c'est que de l'invention, c'est que de l'argot bizarre qui existe nulle part, à parler, parce qu'en plus c'est in medias res, forcément, à parler d'un sujet qu'on connaît pas qui est le furvent, donc vraiment c'est dur. Et s'il n'y avait pas eu toute cette émulation en fait autour de Damasio, je pense que ça n'aurait pas marché, parce que c'est quand même un objet littéraire qui est très très particulier. D'ailleurs j'explique pas trop le nombre de ventes, honnêtement je pense qu'il y a un petit côté réputation qui fait que, comme pour des auteurs qui font la polémique, on achète le bouquin parce qu'on l'a acheté et qu'il faut l'acheter et il faut l'avoir lu. Mais je persiste à penser que c'est une excellente source d'inspiration pour tous les auteurs qui veulent donner plus de panache et plus de personnalité à leur narration, parce qu'il est capable d'alterner entre plein de personnages qui sont très très différents. Il alterne d'ailleurs entre des systèmes passés, présents, des registres complètement différents. Il y a des personnages qui parlent d'une manière très classique, d'autres très argotiques, d'autres très spécialistes, parce qu'il y a genre un géomètre il me semble. Enfin voilà, c'est très très divers et c'est très très rythmé aussi. Mais toi ça t'a plu? Eh ben en fait j'ai pas fini le livre. Et je vous conseille, mais je ne l'ai pas fini. Tu nous cites. Oui, je l'ai pas fini parce qu'on me l'avait prêté, je suis allé aux 2/3, on m'a raconté la fin, je me suis dit oh, est-ce que ça a apporté quelque chose de le finir? Parce qu'effectivement le scénario finalement est très classique. Mais l'écriture. Voilà, mais l'écriture. Mais j'avais déjà pris tout ce qu'il me fallait de l'écriture, donc je l'avoue, je n'ai pas fini ce livre. Quand t'étais petit, Maxime, c'était quoi ton rêve? C'était de construire des droïdes. Alors, c'est complètement Star Wars, complètement l'influence de l'épisode 1, je pense. J'adorais les droïdes de la Fédération du Commerce, qui sont un peu débiles, mais qui sont naïfs. En fait, ils ont l'air gentils, mais ils sont un peu cons. On aimerait tous prendre un verre avec les scénaristes qui créent ces seconds rôles ou ces tiers rôles ou ces tout petits rôles comme ça un peu dans un coin d'un film et qui nous ont tous marqués. Effectivement, les droïdes de la Fédération du Commerce, ils sont juste magiques. Et j'avais envie de programmer, ça continue de me parler de temps en temps, j'y repense. C'était mon rêve, apprendre à parler aux machines, mais apprendre vraiment à parler aux machines, c'est-à-dire pas dans la démarche qu'on a aujourd'hui qui consiste à mouliner énormément de phrases jusqu'à sortir une espèce de modèle statistique pour que les phrases soient correctes. Moi j'avais cette ambition bizarre de revenir à l'essence même du langage pour arriver à exprimer avec des briques des 0 et des 1 ce que c'était que le sens des mots. C'était mon ambition. Ouais, du coup, maintenant que t'es grand, c'est quoi ton rêve? J'aimerais pas non plus
me montrer trop arrogant parce que j'ai déjà cette chance. Ça sert à ça, un rêve. Non, bah moi j'aimerais bien. Là, j'ai été reconnu professionnellement pour l'écriture. J'aimerais l'être plus artistiquement pour des choses que j'ai pensées du début à la fin, pour des choses que j'ai créées. Je suis capable de restituer des histoires. J'aimerais que mes histoires aussi puissent trouver leur public, je dirais. On sort du rêve, c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Il va y avoir de nouvelles choses à tenter. Que ce soit parce qu'on va changer de sujet, que ce soit parce qu'on va reprendre des sujets et justement on va être amené à devoir innover, parce que parfois, effectivement, dans le travail, on fait un certain nombre de portraits, par exemple, de collaborateurs, et on a vu, 4 informaticiens. Donc au bout d'un moment, on se dit, bon, on a épuisé un peu les jeux de mots sur l'informatique, les connectiques, qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne, comment on fait pour rendre son portrait unique ? Et c'est là qu'on est face à cette nécessité de se dépasser, de s'auto-battre, finalement. Est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que je peux sortir de ma zone de confort ? Et surtout les nouveaux sujets, je dirais, ouais. Là, on est sur des projets en ce moment qui sont vraiment passionnants, avec des châteaux, par exemple, avec j'ai parlé de la soie, mais effectivement, être en mesure de rentrer dans cet artisanat de haute précision, avec une histoire folle, des siècles d'histoire, et de se dire comment est-ce que je fais, moi, petit écrivain qui n'y connaît rien, finalement, parce que je vais devoir apprendre auprès de ces personnes-là, je vais devoir m'enrichir aussi en parlant avec elles. Et comment je fais pour rendre hommage et restituer un texte en fait qui soit aussi poignant que eux auraient pu l'imaginer mais sont incapables de l'écrire. C'est ça qui est fort, je trouve. Donc tu te lèves tous les matins en te mettant une sacrée pression. Bravo. Oui, mais Saine. On le vit bien. Avec l'objectif de faire quelque chose de bien quand même. Pour les personnes qui te confient l'écriture de ce qu'ils ont de plus cher finalement, puisqu'ils ont envie de le raconter. C'est ça. Par exemple, Babola, on en parlait, mais c'est une histoire de famille, c'est des industriels lyonnais, c'est une passion pour le tennis. Et moi, comment je fais alors que j'ai jamais joué au tennis de ma vie ? Je suis invité dans les locaux, on passe un livre d'or avec des joueurs magnifiques, plein de générations de joueurs, Bjorg, Nadal, j'en oublie plein, Henri Cochet aussi, qui ont signé, qui ont mis leur âme un peu là-dedans. Je parle avec des gens pour qui c'est une passion depuis tout petit, et on me confie ça, et je vais devoir représenter la marque avec un texte qui doit sointer le tennis et la passion pour ça. Bah ouais, c'est un sacrée responsabilité. Ouais, carrément. Responsabilité. Merci Maxime. Bah de rien, c'est un plaisir. À bientôt. Et à bientôt à tous avec des chroniques et j'espère encore beaucoup d'interviews. Et d'ici à ce qu'on se recroise, soyez heureux.